Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue dans ce 20h, les titres. Le Bénin continue de consolider ses partenariats stratégiques sur la scène internationale. En visite de travail à Bruxelles, le président de la République, Romuald Wadaï, a été reçu par les plus hautes autorités de l'Union européenne. Au menu des échanges, investissement, innovation, développement territorial et sécurité. La filière avicole béninoise affiche de grandes ambitions. Entre production d'œufs, de poulet de chair, fabrication d'aliments pour volailles et fourniture d'équipements d'élevage, le secteur veut s'imposer comme un acteur majeur du développement économique. Sur le plan international, une vague de chaleur étouffante frappe une large partie de l'Europe. En République démocratique du Congo, une épidémie d'Ebola inquiète les chercheurs d'or et les populations locales. Et à Gaza, de nouvelles frappes aériennes plongent des familles dans la détresse. À la une de ce journal, le Bénin continue de consolider ses partenariats stratégiques sur la scène internationale. En visite de travail à Bruxelles, le président de la République, Romuald Wadaï, a été reçu par les plus hautes autorités de l'Union européenne. Au menu des échanges, investissement, innovation, développement territorial et sécurité. Précision avec Marcela Rossi et Mohamed Bio. Dans les couloirs du pouvoir européen à Bruxelles, le Bénin poursuit son offensive diplomatique et économique. Reçu par le président du Conseil européen, Antonio Costa, le chef de l'État Romuald Wadaï a porté la voix d'un Bénin engagé dans une dynamique de transformation et de partenariat stratégique. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne autour d'ambitions partagées. Lutte contre la pauvreté, développement durable, inclusion économique, paix et stabilité régionale, autant de priorités qui rapprochent Cotonou et Bruxelles. Autre étape de cette visite de travail, le siège de la Commission européenne, où le chef de l'État est accueilli par sa présidente Ursula von der Leyen. Une rencontre qui témoigne de la qualité du dialogue politique entre les deux partenaires et de leur volonté commune de traduire cette relation de confiance en résultats concrets au bénéfice des populations. 3 axes majeurs ont ainsi été mis en avant: la transformation de l'économie béninoise par l'innovation, le développement territorial, accompagné de la sécurité dans le nord du Bénin, ainsi que la promotion d'une finance durable, capable de mobiliser davantage d'investissements privés au service des infrastructures de demain. Pour Bruxelles, le Bénin s'impose désormais comme un partenaire incontournable en Afrique de l'Ouest. De la scène politique, nous passons aux initiatives économiques avec un secteur avicole béninois qui affiche de nouvelles ambitions. Grandes ambitions donc pour cette filière entre production d'œufs, de poulet de chair, fabrication d'aliments pour volailles et fourniture d'équipements d'élevage. Le secteur veut s'imposer comme un acteur majeur de la souveraineté alimentaire du pays. Et pour y parvenir, ces acteurs lancent la première édition du Salon Expo Avicole du Bénin à Cotonou. Un rendez-vous placé sous le signe de l'innovation, du partenariat et des opportunités d'investissement pour un secteur en pleine croissance. Écoutons Blaise Seton, commissaire général du Salon Expo Avicole du Bénin. Il répond aux questions de Jennifer Sachivi et Laurel Souba. L'aviculture est une filière qui n'est pas trop connue du grand public. C'est encore une filière qui est restée un peu sous boisseau. Donc on veut le faire éclore pour que la population béninoise et le monde entier puissent toucher du doigt ce que c'est cette filière-là. L'aviculture fait des choses dans ce pays, dans le Bénin. Nous consommons les produits de cette aviculture-là, mais nous méconnaissons encore que c'est produit sur place. Nous pensons toujours que c'est des produits importés. Donc avec ce salon, nous allons découvrir. Il y a des choses qui se font, on va les faire découvrir. Le salon va se tenir sur 3 jours. C'est du 25 au 27 juin 2026 sur l'esplanade du Palais des Congrès. Au cours de ce salon, il y aura des formations, il y aura des communications, il y aura des séances B2B. Les populations, les agriculteurs, ils auront la possibilité de faire des rencontres avec des partenaires, de développer des partenariats, de faire un partage d'expériences avec ceux qui sont déjà dans le domaine et qui est bien développé ailleurs. Ce qui est ici, là, il faut payer des millions pour aller le découvrir ailleurs. Mais voilà, on a ramené ça gratuitement sur l'esplanade du Palais des Congrès. Donc nous invitons la population à venir, c'est gratuit, l'entrée est libre et gratuite.
Donc, faites tout pour être là, ne ratez pas cet événement. Sur le plan sécuritaire, le ministre délégué auprès du chef de l'État chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique poursuit sa tournée de prise de contact avec les différentes unités de la police républicaine. Dans le Septentrion, le périple de Djibril Mama Cissé a débuté ce 23 juin 2026 par les communes de Kandi, de La Liborie et de Parakou, dans le Borgou. Images et sons de cette première sortie de l'autorité ministérielle dans le Septentrion avec Nestor Sella et Idrissou Abdoulofou. Djibril Mama Cissé est venu s'enquérir des conditions de travail de ces hommes sur le terrain. Une visite qui démarre par une revue des troupes, suivie d'une séance de travail consacrée à la situation sécuritaire ainsi qu'aux enjeux et perspectives de la police républicaine. Le groupement spécial polyvalent d'intervention GSPI mérite des mesures spéciales, car ces hommes vivent quotidiennement sous la menace terroriste dans la Liborie, considérée comme zone rouge. Monsieur le ministre, je pense que les collègues des départements sous menace terroriste, notamment ceux-là qui opèrent quotidiennement dans la Liborie, dans la Takora et autres, doivent bénéficier, à mon sens, de traitements particuliers. À cœur ouvert et sans détour, les agents ont exposé à leur ministre de tutelle les préoccupations qui jalonnent leur mission, des doléances relayées par leurs responsables hiérarchiques. Chers collègues, le chemin est long peut-être, mais les lignes sont en train de bouger. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui le visage plus rayonnant qu'il y a quelques mois. Tout ce qui a été soulevé ici comme difficulté, vous avez pu le constater, on les a recensés pour que nous puissions vraiment faire bouger les lignes et permettre aux uns et aux autres d'être des agents de police épanouis. Je voudrais en appeler aussi au sens de responsabilité des uns et des autres. La menace, elle est là, permanente. Il va falloir vraiment que vous fassiez preuve de professionnalisme. Après l'étape de la Liborie, la délégation ministérielle à Parakou pour le même exercice avec les hommes en uniforme du Borgou. L'objectif de notre venue ici cet après-midi, c'est surtout de recenser toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, afin qu'ensemble, nous puissions donc rechercher des solutions les plus adaptées et vous permettre d'accomplir de la manière qui convienne la mission dont vous êtes investis. Je voudrais donc vous dire toute la reconnaissance du gouvernement et plus particulièrement celle de son chef, le président Romuald Ouaddaï. Après la séance de travail, le ministre de l'Intérieur est allé à la rencontre des unités spéciales de la police républicaine basées dans la cité de Kobourou. Une ultime étape qui met un terme à sa tournée dans les départements du Borgou et de la Liborie. Nous restons dans le Nord et à Parakou, tolérance zéro pour l'exclusion scolaire. Il s'agit désormais de vulgariser la stratégie de renforcement des alternatives. Un cadre national pensé afin de donner une seconde chance aux enfants non scolarisés ou déscolarisés. Ronald Robinson et Olviga Missan. C'est par ce geste symbolique fort que s'ouvrent ces travaux à Parakou. Responsables éducatifs, élus locaux, partenaires techniques et financiers lancent les ateliers départementaux de vulgarisation de la stratégie de renforcement des alternatives éducatives. Le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants hors du système éducatif, PAEFE, est un programme phare développé et financé par la coopération suisse avec l'accord du gouvernement béninois. Ce programme a pour finalité de repêcher les enfants hors de l'école âgés de 9 à 15 ans pour leur offrir une éducation, une formation de qualité dans un contexte de seconde chance. L'appropriation de la stratégie sonne désormais une mobilisation plus accrue des énergies, des moyens et des intelligences autour de la problématique de l'éducation des enfants hors de l'école dans les départements du Borgou, de la Liborie et par extension à tout le pays. Les sincères gratitudes du gouvernement béninois à travers son chef, le président de la République, son Excellence Romuald Ouaddaï, à la coopération suisse et à tous les partenaires qui accompagnent le Bénin dans le système éducatif. La phase 3 du PAEFE est arrivée à terme dans un contexte où 8838 enfants, dont 4311 filles, sont encore dans les centres Barca.
Depuis près de 20 ans, la coopération suisse accompagne le Bénin dans cette dynamique, notamment à travers les centres Barca, qui ont permis à de nombreux enfants de reprendre le chemin de l'apprentissage. Des milliers d'enfants, dont un nombre important de filles, ont pu accéder à une offre éducative adaptée. J'ai pu visiter moi-même des centres Barca à Tchaourou lors du dernier comité de pilotage et j'ai pu constater de mes yeux ces changements de vie, des changements sur l'avenir et les opportunités qui sont données à ces enfants. Le gouvernement compte sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs afin de transformer cette stratégie en résultats concrets sur le terrain. Parlons santé à présent. Colorée, expressive et porteuse de messages, elle ne passe pas inaperçue. À la faculté des sciences de la santé, les fresques murales réalisées à l'initiative de l'association 1000% interpellent autant qu'elles sensibilisent. Leur objectif, promouvoir le don de sang et renforcer la lutte contre la drépanocytose. Découverte avec Génial Afouda Monsia Boka et Edmond Humba. Ce mur est baptisé le mur de l'espoir. Une fresque murale de 80 mètres carrés siégeant le long du mur de la faculté des sciences de la santé en plein cœur de Cotonou. Dessus, des images. Elles évoquent une question sensible, celle de l'importance du don de sang. Il y a un fond vert qui représente l'espoir, comme dans le nom, et représentant une poche de sang trouée. Le symbole, c'est pour matérialiser un peu comme la jarre trouée du roi Guézo, qui demandait à ce que tous les fils du pays s'unissent pour boucher la jarre afin que l'eau ne sorte pas. Ici, nous avons remplacé par une poche de sang pour dire que tous ensemble, nous devrions pouvoir contribuer à ce qu'il n'y ait plus de perte de vies humaines à cause du manque de poches de sang. À quelques pas de là, une autre fresque attire notre attention. Son nom, le mur de l'amour. C'est une fresque murale également réalisée sur l'une des façades extérieures de l'ISBA à la FSS de Cotonou, avec un fond rouge représentant le sang et deux mains qui se portent une alliance pour symboliser le mariage, et à côté des combinaisons de compatibilité ou d'incompatibilité en termes de drépanocytose. Le message est simple et clair. Avant de vous marier, faites votre test d'électrophorèse afin de ne pas avoir des enfants malades plus tard. Deux fresques. L'une sensibilise à l'importance de donner son sang, l'autre à l'urgence de connaître son statut de drépanocytaire. Au-delà de l'esthétique, ces images sont la preuve que santé et art peuvent s'entremêler et réussir à joindre l'utile à l'agréable. Une infection cardiovasculaire souvent méconnue, mais aux conséquences parfois dramatiques, l'embolie pulmonaire, qui se produit lorsqu'un caillot sanguin obstrue brutalement une artère des poumons, compromettant ainsi la circulation sanguine. Quelles sont les causes de cette pathologie? Quels signes doivent alerter? Et quels risques fait-elle courir aux patients? Élément de réponse dans ce dossier. Un souffle court, une douleur dans la poitrine, un malaise qui s'installe brutalement. Ces signes peuvent révéler une urgence vitale, l'embolie pulmonaire. C'est une maladie qui est définie par l'obstruction de l'artère pulmonaire ou de l'une de ses branches par un caillot de sang. Le caillot de sang va se former le plus souvent dans une veine des jambes et ce caillot va se déplacer pour venir à l'intérieur du cœur, puis ensuite entrer dans l'artère pulmonaire et se bloquer. Autrement dit, un caillot migre, atteint le poumon et perturbe brutalement la circulation du sang. Le danger, c'est que les symptômes peuvent sembler banals: essoufflement soudain, douleur thoracique, palpitations, parfois toux ou malaise. Il s'agit d'un essoufflement d'apparition récente, essoufflement qui va être au repos et aussi au moindre effort. Donc le deuxième signe, souvent, c'est la toux. C'est une toux au début qui est dite sèche, c'est-à-dire elle ne ramène aucune expectoration, mais plus tard, elle va ramener des expectorations sanguinolentes. Souvent, c'est du sang noirâtre. Et la dyspnée, la toux vont s'accompagner de douleurs thoraciques.
certaines situations augmentent le risque. Chez une femme enceinte, donc du fait des hormones qui sont sécrétées, le sang peut devenir facilement coagulable. Chez une personne drépanocytaire, par exemple, la forme SC, chez ces personnes-là, le sang est facilement coagulable à cause de la mauvaise forme des hématies. Même dans certaines maladies inflammatoires, chroniques aussi, par exemple, quelqu'un qui a des fibromes, de gros fibromes, cela peut ralentir la circulation du sang. Le fait de ne pas bouger les jambes favorise également la même chose. Et je vais terminer sur les longs voyages, des voyages qui durent plus de 4 heures de temps. Lorsque l'individu ne bouge pas, reste immobilisé, il peut être à risque de faire une thrombose. Des contextes à surveiller de près, car plus la prise en charge est rapide, plus les chances d'éviter les complications sont grandes. Un reportage de Christelle Tongodo. De nos jours, de plus en plus de personnes ont recours aux compléments alimentaires pour améliorer leur santé ou leur apparence physique. Mais ces produits répondent-ils à un réel besoin ou relèvent-ils d'un simple effet de mode? Compléments alimentaires, mode ou nécessité? C'est le reportage de Victorine Bondé, Igor Ayoso et Mariano Gankou. C'est un très bon complément alimentaire qui t'arrange super bien la peau. C'est plus qu'une injection. Tu veux prendre soin de ton cœur, de ton cerveau et de ta peau avec un seul complément alimentaire? Un jour, un complément alimentaire. Des appels à consommer des compléments alimentaires. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos se multiplient. Les compléments alimentaires sont aujourd'hui de plus en plus présents partout en ligne et toutes les raisons semblent bonnes pour en prendre. Alors, la mode de compléments alimentaires a commencé effectivement ces dernières années avec la supposition, l'observation selon laquelle l'alimentation ne suffirait plus à combler les besoins nutritionnels. Le deuxième volet, c'est le volet de la beauté, le volet de l'apparence. Il y a certaines molécules, comme par exemple le collagène. Il y a le phénomène aussi de plusieurs vitamines, vitamine A, le rétinol, tous ces produits-là qui entrent dans la composition des produits cosmétiques. Ce qui est fait un peu sur les réseaux sociaux. Je vois des personnes, au lieu de prendre le petit déjeuner, elles posent des gélules. Je prends des gélules à la place du petit déjeuner. Ce n'est pas quelque chose de durable et ce n'est pas quelque chose de sain. La consommation des compléments alimentaires semble une véritable tendance. Pourtant, prendre des compléments alimentaires sans avis médical n'est pas sans risque et peut nuire à la santé. Un complément alimentaire, c'est un supplément à votre alimentation pour compléter votre alimentation. C'est riche en nutriments, en minéraux comme le fer, le zinc, en vitamines, en acides gras essentiels. Avant de prendre un complément alimentaire, il faut demander un avis médical parce qu'il y a certains compléments dont on n'a pas besoin. Par exemple, quand vous n'avez pas besoin de protéines et que vous en apportez, ça peut agir par exemple sur vos reins. Du collagène, bien des compléments pour abus esthétique. Ça peut présenter aussi des risques cancérigènes. Si les carences en vitamines et en minéraux peuvent affaiblir l'organisme, des alternatives plus saines existent pour répondre à ces besoins. Il faut dire que la mangue apporte beaucoup plus que de la vitamine A par exemple. La mangue vous apportera des fibres alimentaires, de l'eau, toute une panoplie de vitamines, des antioxydants. Quand je prends par exemple la vitamine C, on va la retrouver dans plusieurs fruits frais et dans plusieurs légumes. Donc cette vitamine, par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui est fatigué, quand je prends par exemple 2 oranges ou même 3 oranges, j'ai déjà comblé ces besoins nutritionnels-là. Là-bas, il y a un fruit très intéressant qui contient de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E. Je prends le cas de l'avocat. Il contient vraiment toute une panoplie de vitamines, de minéraux. Vous y retrouverez de la vitamine E, vous y retrouverez de la vitamine A, vous y retrouverez des folates. Pour ne pas faire l'anémie, vous comblez vos besoins en protéines. Tout ce qui est poisson, viande, les légumes verts. Les légumineuses, on n'entend pas légumineuses, tout ce qui est haricots. Vous avez aussi les noix, vous retrouverez un peu de fer dans les noix. Les compléments alimentaires, oui, mais pas sans consultation préalable, pas sans prescription lorsque cela est nécessaire et surtout, pas sans suivi. Car le premier allié de la santé reste une alimentation quotidienne équilibrée. Nous passons à la page culture de ce journal. Et certaines chansons ont le pouvoir de traverser le temps.
Sans perdre de leur éclat, elles ravivent les souvenirs, rassemblent les générations et continuent bien sûr de faire vibrer les mélomanes. Au Bénin, l'un des artisans de cet héritage musical est Jean Adagbenon, figure majeure de la modernisation du Masségourou. L'artiste poursuit son parcours avec la même passion et le même attachement à ses racines. Redécouverte d'un patrimoine vivant à travers ce reportage de Saint-Iche Quimpon et Mathieu Sokedou. Dès les premières notes, la magie opère. Une voix reconnaissable entre mille, des rythmes puisés dans les profondeurs du terroir béninois et une identité musicale qui a marqué toute une époque. Jean Adagbenon, c'est l'histoire d'un artiste qui a su donner une nouvelle dimension au Manségourou, ce genre traditionnel hérité des communautés du sud du Bénin. En le modernisant, il lui a offert une place de choix sur les scènes et dans les foyers. En 2000, il y a l'album Ilé avec donc ça se passait dans les années 81. J'ai 7 albums à mon actif et le Masgo c'est tiré du Masségourou. Masségourou de Yenedo Adjahui, de Dossou les Triki et autres. Je l'ai fait parce que je voulais à un moment donné que tout le Bénin se retrouve autour de ce rythme-là. Parfois, avant même que la voix ne s'élève, c'est elle qui annonce la couleur. Sa batterie. Cette batterie m'a permis de rencontrer de grands noms de la musique africaine et mondiale, comme Père Sonam, le grand Manu Dibango, Femi Kuti, Salif Keita, Père Sonam aussi, Papa Wemba. À travers ses chansons, il raconte la vie, transmet des valeurs et célèbre la richesse culturelle béninoise. Le fameux cri de ralliement « Kiniwe, heya, Kiniwe, heya », c'est très très important. Parce qu'on dit « Kiniwe », il faut que tout le monde se mette ensemble pour construire. Construire l'Afrique, construire le monde. Un monde de paix, un monde d'amour. À l'heure où les sonorités modernes dominent les playlists, Jean Adagbenon rappelle que l'innovation n'exclut pas l'héritage, bien au contraire. Car pour avancer, il faut parfois savoir écouter les voix qui ont traversé le chemin. Et parmi elles, celle de Jean Adagbenon continue de résonner, témoin vivant d'une musique béninoise fière de ses racines et résolument tournée vers l'avenir. Le tour de l'actualité internationale, c'est avec Marcela Rossi. Au cœur de la province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC, les mines d'or de Mongwalu tournent au ralenti. Cette cité, considérée comme le foyer de la nouvelle épidémie d'Ebola, voit son activité économique durement affectée par la crise sanitaire. Depuis l'apparition de la maladie, les conditions de travail se sont considérablement dégradées. Les mesures sanitaires, les restrictions de déplacement et la méfiance qui s'installe compliquent l'activité des chercheurs d'or. L'inquiétude est palpable, les commerçants enregistrent une baisse de fréquentation tandis que de nombreuses familles redoutent les conséquences économiques d'une épidémie qui ravive de douloureux souvenirs. Car au-delà de la menace sanitaire, Ebola pèse lourdement sur le quotidien de toute une région. Les températures s'affolent à travers l'Europe. De l'Espagne aux Pays-Bas, en passant par la France et la Suisse, une vague de chaleur exceptionnelle frappe le continent et bouleverse le quotidien de millions d'habitants. À Madrid, où les journées de lundi et mardi ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour un mois de juin depuis 1950, selon l'agence météorologique espagnole, les habitants cherchent désespérément un peu de fraîcheur autour des jets d'eau et des espaces aménagés de la capitale. Petits et grands tentent d'échapper à une chaleur devenue étouffante. Même constat en France, à Paris. La canicule n'a pas empêché le lancement des soldes d'été. Malgré des températures écrasantes, de nombreux consommateurs bravent la chaleur pour rejoindre les grands magasins
D'autres cherchent la fraîcheur au bord de l'eau, quitte parfois à ignorer les consignes de sécurité. Certains habitants n'hésitent pas à enfreindre les interdictions de baignade pour tenter de supporter les températures extrêmes. Cette chaleur affecte également le monde animal. Au parc zoologique de Paris, les pensionnaires bénéficient d'une attention particulière. Dans les campagnes aussi, la chaleur impose des adaptations. À la RIP, en Suisse, comme dans plusieurs régions françaises, les vaches ont déserté leur pâturage exposé au soleil pour trouver refuge dans les étables. Plus au nord, les Pays-Bas connaissent eux aussi une situation historique. Le 24 juin est déjà annoncé comme le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés météorologiques en 1901. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À la suite de ce journal, retrouvez le magazine Héritage. À 21h, le documentaire Rwanda, l'appel de l'Inanga. À 22h30, le documentaire Toujours plus pubère précoce. À 23h30, votre journal télévisé du soir. Et à partir de 1h du matin, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match Afrique du Sud, Corée du Sud à 2h du matin. Très bonne soirée sur Bénin TV.